Mesdames, Messieurs, chers invités, bienvenue à cette table ronde intitulée « La France au Moyen-Orient vers une revitalisation de son action ou une érosion définitive de son influence ». Au fil de l'histoire, la France a tissé des liens privilégiés avec cette région, s'appuyant sur un héritage culturel, économique et diplomatique ancien. Toutefois, le contexte actuel est caractérisé par d'importants bouleversements. La montée de nouvelles puissances, l'évolution des alliances stratégiques, le rôle croissant d'acteurs non étatiques, mais également la persistance de conflits qui redessinent les équilibres locaux. Dans ce cadre, la question du positionnement français se pose avec une acuité renouvelée. La capacité de la France à s'adapter aux transformations en cours, tout en préservant ses intérêts et en affirmant ses valeurs, devient un enjeu majeur pour son influence future. Les débats d'aujourd'hui visent donc à éclairer les multiples dimensions d'une diplomatie qui se trouve finalement à la croisée des chemins. Doit-elle engager un renouveau de sa présence et de ses approches, ou risque-t-elle de voir son rayonnement se déliter face à la concurrence d'autres puissances et à une complexité croissante sur le terrain ? Pour approfondir ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir deux spécialistes reconnus pour la qualité de leurs travaux, mais aussi de leurs analyses. À ma gauche se trouve du coup Monsieur Bertrand Besancenot, que vous connaissez maintenant, que je n'ai pas besoin de réintroduire, mais aussi Fabrice Balanche. Vous êtes agrégé de géographie et maître de conférences à l'Université Lyon 2. Vous avez passé une dizaine d'années au Liban et en Syrie et vous avez développé une approche cartographique fine des dynamiques régionales du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez été chercheur au Washington Institute for Near Policy et invité à la Hoover Institution de l'Université de Stanford. Vos recherches offrent une lecture concrète, mais aussi nuancée du terrain, qui sont indispensables pour comprendre les questions que nous nous posons aujourd'hui. À vos côtés, nous avons Monsieur Jean Marcoux, en visio. Monsieur Marcoux, vous êtes professeur de droit public à l'Institut d'études politiques de Grenoble et pensionnaire scientifique de l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, où vous dirigez depuis 2006 l'Observatoire de la vie politique turque. Votre travail sur les relations franco-turques notamment et les dynamiques politiques au Moyen-Orient apporte un éclairage précieux sur la manière dont la France peut repenser son action afin de transformer les défis existants en leviers d'influence durable. Pour ouvrir le débat, nous allons commencer par une première question que tous les intervenants vont donc considérer. Premièrement, Jean Marcoux, considérant que la France a longtemps été reconnue comme un acteur majeur au Moyen-Orient, en partie, vous le savez, grâce à son héritage colonial, mais aussi à ses liens historiques avec des pays tels que le Liban, la Syrie, les États du Golfe. Finalement, quelles approches stratégiques et innovantes, mais aussi pérennes, pourraient être mises en œuvre pour réaffirmer cette influence diplomatique à la fois authentique et déterminante dans la région ? Oui, est-ce que j'ai la parole ? Oui, monsieur, vous avez la parole. Voilà, alors je veux tout d'abord m'excuser de n'être pas parmi vous. Vraiment, je le regrette, mais vous savez, j'étais en Égypte ces derniers jours et il semble que j'ai pris un refroidissement dans les appartements égyptiens qui ne sont pas chauffés en hiver. Bon, tout ça m'a empêché d'être parmi vous et j'aurais préféré avoir une relation direct et en présentiel avec votre assemblée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Je veux faire deux précisions par rapport à la présentation qui a été faite, la présentation biographique, c'est que je ne suis plus professeur à Sciences Po Grenoble en activité. Je suis devenu professeur émérite il y a quelques mois, au mois de septembre. Et par ailleurs, je ne suis plus pensionnaire scientifique à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, puisque bon, c'est une position que j'ai occupée entre 2006 et 2010, et que désormais je suis chercheur associé justement à l'IFEA d'Istanbul. Voilà, alors j'ai une autre précision à faire, un autre petit correctif, c'est par rapport à la question qui est posée. Notamment, cette question évoque l'héritage colonial de la France avec des pays tels que le Liban, la Syrie, bon, ce qu'on appelle le Levant,
et avec les États du Golfe, avec le Golfe. Or, je pense que, et je crois que cette précision, elle est importante parce que, au bout du compte, elle va me permettre d'articuler ma réponse. Parce qu'il y a effectivement bien un héritage historique, voire colonial, de la France au Liban, en Syrie, vous le connaissez, bon, depuis François Ier, les capitulations, les relations avec l'Empire ottoman, et puis plus récemment, effectivement, les accords Sykes-Picot et les mandats français sur le Liban et la Syrie. En revanche, il n'y a pas effectivement d'héritage historique, enfin historique peut-être et encore, mais d'héritage colonial français dans le Golfe, puisque vous le savez peut-être aussi, les États du Golfe, une grande partie des actuels États du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, étaient des protectorats britanniques qui faisaient partie de cette zone entre le Royaume-Uni et les Indes, c'est-à-dire une zone déterminante dans le contrôle de l'Empire britannique, qu'on a appelé d'ailleurs le Moyen-Orient. Mais la France, historiquement, n'est pas dans cette région. En réalité, la France, l'arrivée de la France dans le Golfe remonte finalement à une période beaucoup plus récente, on peut dire une vingtaine d'années, en particulier le mandat de Nicolas Sarkozy, sa politique militaire, culturelle dans le Golfe, avec l'ouverture d'une base militaire à Abu Dhabi en 2008, le développement de ce qui va devenir le Louvre d'Abu Dhabi, qui s'est poursuivi par la suite dans les mandats présidentiels, au cours des mandats présidentiels qui ont suivi. Et je dirais que en réalité, le développement des relations de la France avec le Golfe sont plutôt une réorientation de la politique de la France au Moyen-Orient. Alors bien évidemment, on est dans le nostalgisme de la politique arabe de la France, qu'on a appelé la politique arabe de la France, mais il y a effectivement, cette politique arabe a, je dirais, disparu au cours, ou en tout cas s'est effacée au cours du mandat de Nicolas Sarkozy, mais il y a une sorte de nouvelle politique arabe qui a été suivie à la fois au cours des mandats suivants par Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Et donc on peut parler, je dirais, et c'est une tentative aussi de réorientation et d'amendement de la politique de la France au Moyen-Orient, en tout cas une tendance forte de la politique étrangère de la France, qui est cette nouvelle politique arabe. Alors, je crois qu'il faut bien voir la différence entre les deux. La première, d'ailleurs, on a parlé d'une sorte de mythe de la politique arabe entre 1967 et 2007. Je dirais que c'est une posture essentiellement stratégique. Hein. C'est la fin de l'alliance franco-israélienne, puis ça commence finalement par l'embargo sur les armes au moment de la guerre des 6 jours, le vote de la résolution 242, et cette politique, plus généralement, au Moyen-Orient, elle s'insère dans une approche stratégique qui est celle de Gaulle et qui consiste à rester dans le bloc atlantique, mais à ne pas s'aligner sur les États-Unis avec, je sais pas, des décisions comme la reconnaissance de la Chine populaire en 1964, le fameux discours de Phnom Penh en 1966, la sortie de l'OTAN, le développement aussi d'une dissuasion nucléaire autonome, notamment avec la construction de sous-marins nucléaires. L'idée que la France doit faire entendre sa différence au sein même du monde occidental, bon, prêtant une attention particulière, notamment
aux pays du Sud, et en particulier de l'ancien tiers-monde, anciennement colonisé en Afrique, au Moyen-Orient. Et cette politique, elle va marquer effectivement plusieurs générations de diplomates et se poursuivre en dépit des alternances politiques jusqu'au mandat de Jacques Chirac, où elle connaît un peu son chant du cygne avec l'altération de Jacques Chirac avec la sécurité israélienne dans la vieille ville de Jérusalem et avec le discours de Dominique de Villepin en 2003 à l'ONU refusant de soutenir l'intervention américaine en Irak. Donc, si on compare effectivement cette politique à ce qui a suivi, c'est-à-dire la réorientation dont je parle, qui est un peu une sorte de nouvelle politique arabe de la France, je dirais que cette nouvelle politique arabe de la France qui a été suivie depuis au 2007-2008 est une politique qui veut reposer d'abord sur le pragmatisme économique et la chasse aux contrats justement dans le Golfe et au Moyen-Orient. C'est finalement la chasse aux investissements du Golfe en France. C'est une politique qui rapproche la France des États-Unis, effacement de la dissidence par rapport aux États-Unis. C'est une politique qui est aussi compatible avec un rapprochement avec Israël, ne serait-ce que parce qu'on l'a vu, les États du Golfe opèrent eux-mêmes ce rapprochement. C'est aussi une politique qui est dominée par la lutte contre le terrorisme en s'appuyant justement sur des pays arabes musulmans conservateurs qui luttent aussi contre l'islamisme radical. Et cette tendance, d'ailleurs, elle apparaît bien dès le début de la présidence d'Emmanuel Macron, dans le premier discours qu'il avait fait aux ambassadeurs de France. Il y avait cette priorité de la lutte contre le terrorisme islamiste. Mais c'est une politique qui était déjà présente dans les préoccupations de François Hollande. Elle s'accompagne, cette politique, effectivement, du développement de relations avec des pays qui sont proches, des pays arabes qui sont proches du Golfe, comme l'Égypte, grand allié des pays du Golfe, et notamment, avec finalement, on l'a vu, cette vente d'avions de Rafale et de Mistral dès la présidence Hollande à l'Égypte, et la poursuite de cette coopération, et en particulier dans le domaine de l'armement, par Emmanuel Macron, avec la vente de 80 Rafale en 2021, qui est considéré un peu comme le contrat du siècle, l'accueil également en grande pompe d'Abdel Fattah al-Sisi à Paris en 2020, avec une remise de Légion d'honneur qui avait effectivement fait polémique, ou en Égypte, la relance de l'université française, du projet de l'université française, construction d'un campus grâce à un prêt de l'AFD en 2021. Parallèlement, on a le développement de relations avec le Maroc, réconciliation aussi avec le Maroc, qui est aussi un des pays qui a signé les accords d'Abraham. Alors, atout de cette nouvelle politique arabe, je le disais, c'est le pragmatisme. Handicap, c'est qu'effectivement, c'est une politique qui a beaucoup moins de souffle politique, beaucoup moins de grandeur, si j'ose dire, que la politique antérieure. Et justement, on observe que dans ce cadre, autant justement les ventes d'armes ont fonctionné, les contrats ont fonctionné, autant les initiatives politiques de la France justement se sont estompées. Quand on regarde finalement tout ce qui a été fait en direction de la Méditerranée, du Moyen-Orient, on est souvent passé par des tentatives des initiatives un peu spectaculaires qui rappelaient ce qui avait été fait auparavant, mais qui généralement ont débouché un peu sur des déceptions, des pchites, qu'on pense à l'Union pour la Méditerranée, qu'on pense justement aux initiatives d'Emmanuel Macron au Liban,
du retour de Saad Hariri jusqu'à les initiatives dans le cadre qui ont suivi l'explosion dans le port de Beyrouth, et jusqu'à finalement la gestion, la tentative de gestion de la crise israélo-palestinienne après le 7 octobre, où finalement la France n'a pas réussi à véritablement prendre une position malgré ses efforts. Il y a eu plusieurs efforts. On a bien vu même qu'Emmanuel Macron avait été le seul dirigeant occidental à se rendre au siège de l'autorité palestinienne lorsqu'il a fait une tournée après le 7 octobre. Mais on s'aperçoit que justement il n'y a plus ce souffle politique. Et puis je dirais, il n'y a plus, cette politique, elle n'est plus en phase avec l'opinion publique arabe, avec la rue arabe. Moi, j'ai des souvenirs très précis, justement, de ce qu'était cette époque, en 2003, à la fin de cette époque. Je me trouvais en Égypte, et je me souviens très bien de la sympathie qu'il y avait pour la France, non pas d'ailleurs souvent chez les autorités égyptiennes, qui parfois venaient nous reprocher littéralement la décision de ne pas soutenir l'intervention américaine, parce que finalement le président Moubarak et les autorités égyptiennes s'étaient alignés sur la position américaine, mais c'était une initiative qui venait en fait du peuple, de la rue, des chauffeurs de taxi, des étudiants, des plantons à l'université qui témoignaient cette sympathie. Et là on voyait bien finalement la France, le rôle qu'avait pu jouer la France. Alors maintenant, eu égard à cette réorientation, si j'ose dire, de notre politique au Moyen-Orient, et j'en conclurai par là, quelles sont les approches stratégiques innovantes et pérennes qui pourraient être mises en œuvre pour réaffirmer une influence diplomatique à la fois authentique et déterminante dans la région? Eh bien sûr, on peut être nostalgique de la politique arabe de la France gaullienne, mais on ne refait pas le passé, et de toute manière, la situation est différente aujourd'hui. En revanche, je pense que si le bloc européen se consolide sur le plan politique, sur le plan militaire, je pense que la France a sans doute un rôle primordial à jouer, car aussi, depuis les 2 dernières présidences, elle ne s'est pas trompée sur la place que devait prendre l'Europe, que doit prendre l'Europe dans les relations internationales, sur le rôle politique privilégié que l'Europe devait jouer, y compris pour suppléer à l'OTAN si l'OTAN venait à disparaître. Alors, je pense que dans ce cadre, en tant que puissance européenne, la France, avec sa connaissance du terrain moyen-oriental, son expérience, ses atouts culturels, ses atouts militaires, peut jouer un rôle moteur dans les relations de l'Europe avec les relations de l'Europe, politique et militaire, avec son flanc sud. Et je pense que cela passe sans doute par faire une place justement à la Turquie dans la nouvelle architecture militaire autonome de l'Europe. On en parle beaucoup actuellement. Et je dirais, ça passe aussi par une consolidation des relations de l'Europe avec le monde arabe sur les plans politiques, économiques et militaires. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je vais donc passer la parole aux autres intervenants de ce panel. Merci Monsieur Marco pour ces enrichissants propos. Désormais, cette question vous est posée à vous, Monsieur Balanche. Nous vous laissons y répondre. Vous m'entendez? Le micro est un peu loin. Je sais pas si vous poussez un peu. Bonjour à tous. Bien, alors moi je dois préciser que je suis un géographe, à la base, géographe, géopolitique. Je vois beaucoup les choses finalement par le bas et moins par le haut que M. Besancenot qui est dans le secret des dieux. Moi, ce que je peux dire par rapport à la politique de la France au Moyen-Orient et comment
comment on pourrait devenir davantage crédible, c'est depuis 15 ans, en fait, on se rend compte que la voix de la France est devenue assez inaudible dans la région et qu'on a perdu notre crédibilité, enfin une grande partie de notre crédibilité, en raison d'une politique étrangère assez erratique dans cette région du monde où pourtant on avait effectivement une place incomparable depuis le général de Gaulle. Alors ça ne se limite pas au Moyen-Orient, puisqu'en Afrique, c'est un fort déclin aussi. La zone Asie-Pacifique, on a perdu le contrat du siècle, les fameux sous-marins qu'on devait vendre à l'Australie. On s'est fait damer le pion par les Anglo-américains. Mais au Moyen-Orient, le déclin s'avère le plus visible parce qu'on avait l'habitude d'y jouer un rôle actif, indépendamment ou en partenariat avec les États-Unis, voire en opposition avec ce dernier, comme lors de la guerre du Golfe en 2003. Et cette autonomie stratégique, eh bien, elle s'appuyait sur une capacité militaire offensive et un courage politique qui forçait le respect. Elle reposait aussi sur une puissance économique qu'on a perdue depuis, et ça, je reviens tout à fait à ce que vous avez dit en conclusion, c'est que si on n'arrive pas à assainir notre situation intérieure, tant en termes de politique, parce que si on veut avoir une diplomatie claire, il ne faut pas changer de Premier ministre tous les 6 mois. Ça donne un très mauvaise image, évidemment, pour nos partenaires étrangers. Même si on change de gouvernement, en général, la diplomatie, elle change peu. C'est quand même quelque chose qui reste assez stable par rapport à l'économie ou au social. Moi, ce que j'ai remarqué ces 15 dernières années, surtout depuis le début de la crise syrienne que j'ai étudié en profondeur et que je continue à étudier, c'est que la France, en fait, elle s'est fait tout le temps surprendre, finalement. Surprendre par les printemps arabes. On les a pas vus venir, les printemps arabes. Nicolas Sarkozy avait créé l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. 2008, il invite tous les dirigeants à Paris, dont Bachar el-Assad. Il va nommer président et vice-président de l'UPM Hosni Moubarak et Ben Ali. C'est les deux qui vont tomber les premiers. Donc ça interroge quand même sur notre manque d'anticipation, notre difficulté à comprendre finalement les évolutions des sociétés au sud et à l'est de la Méditerranée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. Et puis, ça se double également de ce que Hubert Védrine appelle l'irréal politique. Alors, je vous cite Hubert Védrine. Qu'est-ce que c'est que l'irréal politique ? Un universalisme à la fois bien pensant, bien intentionné, hégémonique, paternaliste, bouffi des réalismes. Et cet irréal politique, évidemment, s'oppose à la réelle politique qui, elle, s'appuie sur le rapport de force et cherche avant tout à défendre les intérêts nationaux. Or, j'ai l'impression que ces 15-20 dernières années, la France était plus dans cette irréal politique que véritablement dans le réalisme. Alors peut-être que vous me contredirez, mais on a beaucoup investi finalement dans l'humanitaire. On se voulait une puissance humanitaire. Alors que le monde était en train de changer. Précisément, au début, les printemps arabes correspondent finalement à la fin d'hégémonie de l'Occident après la chute de l'Union soviétique en 1991. Et on est toujours resté, au moins dans les années 2010, au moment des printemps arabes, dans cette impression que nous étions complètement dominants sur la planète. Et donc, on n'a pas vu venir le retour de la Russie. Et on en discutait tout à l'heure, justement. On pensait que le régime de Bachar el-Assad allait s'écrouler en 2 semaines, en 3 semaines, comme celui de Moubarak et celui de Ben Ali. Finalement, il a mis quand même 13 ans à tomber. Mais au début de la crise syrienne, on n'avait pas du tout pris en compte le soutien qu'il pouvait avoir dans une partie de la population, notamment chez les minorités, chez les Alaouites, qui avaient peur de la vengeance des sunnites, et qui a permis au régime de tenir au début, avant évidemment de recevoir l'aide de l'Iran, et surtout en 2015, l'aide de la Russie, qu'on n'a absolument pas vu venir. Et ça, c'était quand même assez incroyable. Donc, il fallait s'interroger aussi sur cette capacité, enfin cette évolution des sociétés locales, cette structure des sociétés locales
et des pouvoirs locaux visiblement qu'on ne comprenait pas. Et puis, c'est ce logiciel de domination de l'Occident qui finalement imprégnait les dirigeants politiques et qui les empêchait de voir arriver d'autres acteurs. C'est ce qu'un ami universitaire, Philippe Dros-Vincent, appelle l'aveuglement de la puissance, un gros pavé qu'il a fait justement sur la politique américaine. Donc, revenir au réalisme, revenir surtout à ce que j'appellerais le réalisme offensif, hein, c'est-à-dire réaliste, certes, mais de façon offensive, en s'appuyant avant tout sur la force militaire, parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est ce rapport de force militaire qui est en train de marquer le monde, avec le retour finalement d'une guerre froide entre ce que j'appelle l'axe eurasiatique, Russie, Chine, Iran, face à l'OTAN, et dont le Moyen-Orient est un des épicentres, puisque c'est un lieu de confrontation justement entre ces deux forces. Ceux qui ont, si on revient sur l'exemple du Liban, si on a pu avoir l'élection de Joseph Aoun, c'est-à-dire d'un président libanais, au début janvier, c'est parce que le Hezbollah était affaibli. Et par qui le Hezbollah a-t-il été affaibli? Par l'offensive israélienne de l'automne 2024. Hein, le 7 octobre 2023, pour moi, c'est l'équivalent du 11 septembre. Et on sait ce qui s'est produit après le 11 septembre. On a eu, l'Afghanistan, on a eu l'Irak, on a eu une tentative, une volonté des États-Unis de remodeler le Moyen-Orient. Après le 7 octobre, les Israéliens se voient dans une guerre existentielle. Le Hamas, la menace proche, le Hezbollah, la menace un peu plus loin, et l'Iran, évidemment, la menace suprême. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre, évidemment, les évolutions qu'on a aujourd'hui au Liban et en Syrie. Pendant que les Israéliens utilisaient, je dirais, le marteau, côté français, avec ces 2 dernières années, avec Stéphane Séjourné comme ministre des Affaires étrangères, on était en train de négocier avec le Hezbollah, non pas l'application de la résolution j'ai oublié le nom de la résolution après la guerre de 2006, 1701. La 1701, qui demandait à ce que le Hezbollah se retire du sud Liban, à 20 km au nord de la frontière libanaise, et que le sud Liban soit occupé par l'armée libanaise et non pas par une milice. C'était la revendication israélienne. Et donc la stratégie française était de négocier avec le Hezbollah, vous ne retirez pas à 20 km, mais seulement à 5 km, enfin, etc., pour essayer d'éviter l'offensive israélienne sur le sud Liban. Mais il n'y avait pas d'autre solution, vu le blocage que faisait le Hezbollah, que de lancer une offensive militaire. Alors évidemment avec les dégâts que ça a causés, mais c'est cette offensive militaire, l'affaiblissement du Hezbollah, qui a permis ensuite de débloquer la présidentielle libanaise et de mettre au pouvoir Joseph Aoun avec un Premier ministre qui soit détaché justement de l'orbite du Hezbollah et par conséquent de l'orbite iranienne. Si le régime de Bachar el-Assad est tombé en Syrie, c'est parce que pendant 18 mois, les Israéliens ont bombardé les infrastructures iraniennes en Syrie, obligeant le Hezbollah à se retirer au Liban, obligeant les milices chiites irakiennes à se retirer en Irak. L'aviation russe était piégée en Ukraine, mais de toute façon, la force au sol qui soutenait le régime syrien n'existait plus, ce qui a permis à Hayat al-Sham de s'emparer facilement, avec surprise évidemment, du pouvoir, parce que si on pouvait anticiper que les Israéliens voulaient la chute du régime syrien parce que c'était l'autoroute qui permettait aux Iraniens de ravitailler le Hezbollah, et je l'avais écrit dans un article de l'Express en octobre 2024 qu'Assad risquait d'être balayé par le grand nettoyage israélien, c'est véritablement grâce à cette offensive, grâce à cette offensive de la canonnière, que finalement on a eu la chute du régime syrien. Donc, voilà, je dirais aujourd'hui, la France devrait
s'inspirer de cet exemple si elle veut garder ses positions, adopter un réalisme offensif, ce qui veut dire renforcer notre armée avec une armée qui soit capable d'intervention extérieure. Arrêter ce qu'on appelle le wishful thinking, hein, c'est-à-dire ces vœux pieux, ces projets qui ne reposent sur aucune réalité, parce que finalement, ces 15 dernières années, je me suis rendu compte que les politiques qui étaient décidées à Paris ou même à Washington dans un premier temps étaient en complet décalage finalement avec les situations de terrain, avec les réalités de terrain. Parce qu'on manque de connaissances de terrain. Pour des raisons de sécurité, nos diplomates, même nos militaires ne peuvent plus aller sur le terrain comme par le passé. Puis bon, c'est un coût également d'entretenir un réseau sur le terrain qui soit efficace et qui fasse remonter des informations. Et il faut donc à tout prix qu'on remette en place un système de collecte des informations au plus proche du terrain qui comprenne les évolutions sociales et politiques. Et c'est comme ça qu'on pourra, au niveau des budgets militaires, par exemple, mettre l'argent au bon endroit. Hein, ça, c'est un directeur du Mossad qui nous avait expliqué ça un jour à Washington, en disant, on lui avait demandé si vous aviez un budget, enfin une augmentation de budget, où est-ce que vous la metteriez? Il nous avait dit, on la mettrait dans le renseignement, parce que c'est le renseignement qui nous permet de mettre les budgets militaires au bon endroit. Ça ne sert à rien d'investir dans les chars s'il faut investir dans les drones, parce qu'on s'aperçoit que la menace, elle est différente. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement important, d'avoir une collecte d'informations qui permettent d'appuyer notre politique, non pas sur du wishful thinking, mais sur des données concrètes, et d'avoir véritablement pratiquer le réalisme offensif et éviter l'idéalisme, parce que de toute façon, nous n'avons plus les moyens de cet idéalisme, vu la confrontation mondiale dans laquelle nous nous trouvons. On est revenu dans une situation assez comparable, finalement, à la guerre froide. Alors, pour en revenir donc, sur le Liban, sur la Syrie, je veux dire, concrètement, c'est sur le Liban, soutenir l'armée libanaise, hein, qui reste le pilier évidemment de l'État. C'est s'appuyer sur des alliés bien identifiés qu'il faut, et non pas, je dirais, avoir cette chimère de la nation libanaise qui n'existe pas. Le Liban est un État-territoire, c'est pas un État-nation, tout comme la Syrie, c'est pas un État-nation, ce sont des États-territoires. Et si on veut garder une influence dans ces États, c'est vraiment en s'appuyant sur des groupes bien identifiés. La France n'a jamais été aussi puissante au Liban qu'à l'époque de Jacques Chirac, lorsque Jacques Chirac avait une relation extrêmement privilégiée avec Rafik Hariri, ce qui a permis de sortir en 2005 le Liban de l'orbite syrienne, du fait de cette relation privilégiée. Ça a été peut-être un de nos vraiment derniers succès diplomatiques à l'époque. Voilà. Merci monsieur pour votre réponse. Rapidement, monsieur Besancenot, nous vous laissons répondre à cette question. Alors écoutez, moi je crois que je me suis déjà suffisamment avancé dans la première partie où j'ai répondu en avance à pas mal de ces questions. Donc je me contenterai simplement de dire que je suis largement en accord avec ce qui a été dit par les deux intervenants précédents. J'ajouterai juste deux, trois petites nuances. Quand on parle de notre intérêt pour le Golfe en disant qu'il n'existe que depuis une vingtaine d'années, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, au moment de l'indépendance des différents Émirats, dans début des années 70, très clairement, la France a établi une coopération privilégiée avec les Émirats arabes unis, c'est-à-dire avec Cheikh Zayed et avec le Qatar, tout simplement parce que ces deux pays voulaient se dissocier de la tutelle britannique et à l'époque ne voulaient pas se rapprocher des États-Unis, considérés comme trop proches d'Israël. Bon. Alors que finalement, Koweït, Dubaï, Oman, etc., ou Bahreïn restaient quand même largement dans la mouvance britannique. On peut dire que le Qatar et les Émirats s'étaient rapprochés de nous. Et ce n'est pas par hasard si nous avons développé dès ces années-là une coopération très étroite, notamment dans l'armement.
il ne faut pas oublier que nous avions au Qatar 80% de l'équipement des forces armées qataries était français. Donc ça montre, si vous voulez, que c'est quand même un ancrage qui est plus ancien. Deuxième point, si la France est intéressée de plus en plus aux pays du Golfe, entre guillemets, au détriment des pays du nord du Moyen-Orient, ben, c'est tout simplement du réalisme, parce que quand on regarde tout simplement ce qui a été fait par ces pays, je parle de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et du Liban, parce que, eh bien, on se rend compte que ces pays sont dans une situation, sont des États en faillite, les uns et les autres, qui ont extrêmement mal géré leurs ressources, se sont confondus en conflits internes et externes, alors que du coup, le centre de gravité du Moyen-Orient s'est déplacé vers le sud, vers les pays du Golfe, qui, eux, ont eu une gestion. Alors certes, ils avaient du pétrole, mais l'Irak et l'Iran en avaient également beaucoup. Simplement, ils ont géré de façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus raisonnable leurs ressources. Et aujourd'hui, les pays du Golfe sont devenus le véritable îlot de stabilité et de développement dans la région, alors que nous espérons que les pays du nord du Moyen-Orient vont sortir de la crise dans laquelle ils ont été pendant des dizaines d'années. Donc je voulais quand même rajouter ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un choix idéologique, c'est simplement nous avons su nous adapter à une nouvelle donne qui est l'affaiblissement des pays du nord du Moyen-Orient et au contraire l'émergence des pays du sud, c'est-à-dire ceux du Golfe. S'agissant de la naïveté que nous avons pu avoir à l'égard, que ce soit à l'égard de la Chine ou à l'égard de la Russie, c'est vrai, nous l'avons eu, mais nous ne sommes pas les seuls. Je reconnais que l'ensemble des pays européens ont baigné, voire les États-Unis eux-mêmes, ont baigné dans cette naïveté. C'est-à-dire tout le monde voulait profiter des dividendes de la paix et donc a diminué les dépenses d'armement, a essayé, n'a pas vu les signaux qui apparaissaient très clairement, ont été d'une grande naïveté avec la Chine en la faisant rentrer à l'OMC sans condition, etc., etc. Donc, si vous voulez, on sort de cette naïveté et le seul avantage, si je puis dire, de la présidence Trump, c'est de nous rappeler certaines réalités et de faire en sorte que nous n'ayons pas d'autre choix que d'essayer de corriger. Alors, ce qui est vrai en France, c'est qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, une idéologie droit de l'homiste qui a été quand même très symbolisée par M. Kouchner et dont nous sortons quand même petit à petit. Ce qui ne veut pas dire que nous ayons à renoncer à nos valeurs, mais il ne faut pas non plus que la politique se limite au droit de l'homisme. Ça, c'était vrai des pays nordiques, ce n'était pas le cas de la France. Donc effectivement, il y a aussi cet aspect-là dans notre pays. Enfin, dernier point, et sur la Syrie, c'est vrai que nous n'avons pas prévu l'intervention à la fois du Hezbollah, de l'Iran et de la Russie. Mais quant au régime de Bachar el-Assad, on l'a bien vu d'ailleurs en 2013, il aurait fallu très très peu de choses pour qu'il s'écroule s'il n'y avait pas eu l'intervention des autres. Donc ce qui s'est passé quelques années après était tout simplement naturel, étant donné le manque de légitimité de ce régime et les atrocités qu'il a fait. Et donc finalement, ce n'est qu'avec le temps que les choses sont apparues telles qu'elles devaient être. Et donc le choix que nous avons fait était le bon à l'époque. Voilà, merci. Merci messieurs pour ces éclairages. Pour poursuivre notre réflexion, la seconde question qui est une question d'ouverture est la suivante. Comment expliquer la multiplication d'initiatives diplomatiques menées par Emmanuel Macron, souvent en dehors des canaux traditionnels du Quai d'Orsay, et dans quelle mesure cela révèle-t-il un éventuel déséquilibre institutionnel? S'agit-il simplement d'une approche plus personnelle et réactive de la part du chef de l'État pour répondre à l'urgence et à la complexité de certains dossiers, ou bien cela traduit-il une remise en cause bien plus profonde du rôle et du fonctionnement même du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères? Pour ce faire, je vous laisserai, M. Marcoux, si vous le souhaitez, répondre en premier. Monsieur Marcoux, nous ne vous entendons pas. Oui, d'accord, excusez-moi, oui, le son a été coupé. Très bien, oui, c'est une question qui dépasse le Moyen-Orient, qui est donc une question d'ouverture, comme vous le dites, plus générale. Je dirais que c'est une question que je me suis posée, y compris parce que je faisais
au sein du master Méditerranée-Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble un cours sur les politiques étrangères non seulement au Moyen-Orient, mais des puissances et des puissances régionales, des puissances extérieures et voisines. Et donc, j'ai suivi ces politiques étrangères, et effectivement, c'est une question qui s'est posée, que je me posais depuis plusieurs années, eu égard à finalement l'évolution politique que nous avons suivie. Je crois que, bon, et particulièrement depuis la crise politique et institutionnelle que l'on connaît, pas seulement depuis la dissolution de l'Assemblée nationale l'année dernière, mais depuis 2022, depuis les législatives 2022, c'est-à-dire depuis qu'il n'y a plus de majorité absolue au sein du Parlement. Effectivement, on a vu que le président de la République littéralement prenait en main encore plus qu'auparavant la politique étrangère, et que je dirais que d'une certaine manière, plus encore qu'auparavant, la politique étrangère est devenue un peu le domaine réservé du président de la République. Or, comme vous le savez, bon, la Constitution de 1958, constituant de la Ve République, n'a jamais parlé de domaine réservé. Il y a même eu une querelle au tout début de la mise en œuvre de cette Constitution sur le domaine réservé, bon, sur lequel les constitutionnalistes avaient planché. Bon, effectivement, il n'y a pas de domaine réservé dans la Constitution, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est autre chose. Mais depuis finalement la crise institutionnelle que nous connaissons, qui s'est approfondie, on a l'impression effectivement que le président de la République, effectivement, concentre d'une certaine manière exclusivement la politique étrangère, et que finalement, c'est même plus seulement une question de débat institutionnel, de débat politique, une question même matérielle, parce que les gouvernements qui se sont succédés sont littéralement absorbés par un travail parlementaire qui est beaucoup plus prégnant, par un travail de négociation politique intérieure qui est beaucoup plus prégnant, et finalement, d'une certaine manière, on a presque l'impression parfois qu'ils sont soulagés que le président de la République soit là pour prendre en main justement les affaires étrangères. Et j'ai constaté ça de manière frappante aussi pendant les campagnes électorales, je ne sais pas si vous l'avez observé, c'est-à-dire pendant les campagnes électorales récentes, pratiquement la plupart des responsables politiques n'ont pas parlé de politique étrangère, et quand on leur posait d'ailleurs la question, très souvent, que ce soit à droite ou à gauche, ils ont expliqué que finalement tout ça, c'était finalement un problème qui relevait du président. Donc on a l'impression que même notre classe politique avait intégré en réalité cette question du domaine réservé. Donc je crois que c'est le résultat, probablement, en tout cas l'accentuation de la puissance présidentielle en matière de politique étrangère, c'est le résultat probablement des crises politiques récentes, institutionnelles, qui est venu, qui a succédé aussi à une accentuation dans les institutions françaises du présidentialisme, depuis notamment l'alignement des mandats présidentiels et parlementaires. C'est aussi, je pense, le résultat d'une certaine posture culturelle, d'un signe si ce n'est de désintérêt, voire d'incapacité de la classe politique française aux affaires étrangères. On le voit actuellement, des dirigeants politiques sont beaucoup plus tournés toujours, à l'heure actuelle, sur des questions intérieures à leur parti politique ou des négociations à l'intérieur du Parlement sur des politiques sociales ou des politiques locales, beaucoup plus sur les grandes questions internationales. Et je vous renvoie d'ailleurs à un article du Monde qui a défrayé la chronique ces derniers jours, cet article de Gilles Parry, Claire Gatinois, Philippe Ricard, qui s'intitule « Les politiques français pris de court par le chaos mondial provoqué par Donald Trump ». Et là-dessus, on a l'impression souvent, regardez le
le peu d'idées qui ont été exprimées finalement par notre classe politique sur les événements qui se produisaient, le peu de réactions. Alors bon, effectivement, on en a eu quelques-unes, mais c'est un peu, je dirais quand même, le syndrome d'un pays qui n'a pas toujours une compréhension assez fine des grands enjeux du monde contemporain. Personnellement, moi, j'ai eu le sentiment un peu de revivre parfois ce que j'ai vécu en tant que directeur des relations internationales à Sciences Po Grenoble, c'est-à-dire que quand on avait des réunions, y compris parfois des réunions de haut niveau, on a l'impression que la plupart de nos collègues disaient « Ah, les relations internationales, c'est très important », mais quand on en parlait dans le détail et sur les enjeux concrets et les décisions qu'on devait prendre, là, on a l'impression que finalement, c'était des choses complètement abstraites, finalement, pour l'ensemble de nos collègues. Donc, je crois que le résultat, c'est effectivement cette montée en force du président de la République en matière internationale et diplomatique. Et c'est assez frappant de voir qu'au moment où finalement le président de la République n'a jamais été aussi faible sur le plan de la politique intérieure, d'une certaine manière, il atteint finalement, alors je dirais même pas une puissance, mais une sorte d'autonomisation, une sorte d'autonomie sur le plan de la politique étrangère. On le laisse faire, on le laisse gérer, on le laisse prendre des initiatives, et que même c'est peut-être par là qu'il va revenir dans le jeu politique intérieur. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire pour répondre à votre question. Merci, Monsieur Jean-Marcoux. Monsieur l'ambassadeur, qu'en pensez-vous ? Je vais tâcher d'être diplomate dans la réponse. Bon, ce que j'ai dit déjà, c'est-à-dire je pense que le président de la République a souvent de bonnes intuitions et des objectifs qu'on peut partager, et je pense en particulier au choix européen, qui me paraît le seul bon pour notre pays, et d'autre part l'investissement dans les nouvelles technologies. Donc les choix, les objectifs me paraissent être les bons. En revanche, la méthode de gouvernance est mauvaise. Elle est mauvaise, comme ceci a été dit, parce qu'il y a une centralisation excessive, pour ne pas dire une personnalisation totale, qui est mauvaise en soi, de toute façon, parce qu'à ce moment-là, la même personne prend tous les coups lorsqu'il y a des erreurs de fait. Et deuxièmement, parce que le président ne sait pas s'entourer, il est mal conseillé, et on le sait très bien, il est pour la plupart des gens autour de lui que je connais, ce sont des gens qui ont été choisis sur des critères de loyauté, pas de compétences. Et donc, effectivement, c'est un vrai problème parce que vous ne pouvez pas, aussi brillant soyez-vous, si vous n'avez pas une bonne équipe et des conseillers qui sont capables de vous donner un certain éclairage, ben les choses ne marchent pas. Ça se voit également dans l'affaiblissement du Quai d'Orsay, où il y a pourtant une importante expertise, mais ça dépend aussi du choix des titulaires. Quand vous nommez un monsieur Séjourné, il ne faut pas s'attendre à ce que vous ayez une politique étrangère. Je veux dire, c'est une évidence que tout le monde, il suffit d'ouvrir son poste de télévision pour s'en rendre compte. Bon, et ce monsieur est maintenant vice-président de la Commission européenne. Donc ça montre bien, si vous voulez, que quand vous choisissez des gens uniquement sur des critères de loyauté et pas de compétences, eh bien, évidemment, vous avez des couacs. Du coup, si vous voulez, le résultat est que l'image qui en est donnée est l'image, effectivement, de coups diplomatiques qui sont faits. Bon, certains peuvent donner le sentiment de réussir. Par exemple, au début, l'invitation du président Trump au 14 juillet ou de M. Poutine à Versailles, ou bien effectivement la visite qu'il a faite à Beyrouth. Donc il y a eu de temps en temps des coups qui étaient réussis, mais d'autres qui ne l'étaient absolument pas, ce qui montre effectivement que les choses ne sont pas suffisamment réfléchies et pesées, ce qui donne donc l'image de tergiversation, d'excès en sens inverse, et donc le tout donne surtout l'image d'une grande fébrilité, au lieu du dynamisme, donne l'image d'une grande fébrilité, et d'autre part, il faut le dire, d'une certaine arrogance, c'est-à-dire avec ce sentiment que quand on est aussi intelligent et aussi charmeur, eh bien tout le monde est par définition convaincu et acquis. Ben, malheureusement, ça ne marche pas comme ça, et on l'a vu, ni M. Trump, ni M. Poutine, ni personne, à vrai dire, ne sont tombés à ce point sous le charme pour accepter nos choix. Bon, donc je veux dire, c'est un peu tout ça qui explique l'image que nous donnons. Mais l'élément essentiel à mes yeux,
c'est vraiment la centralisation, la personnalisation excessive de l'autorité du président en matière de politique étrangère. Personne ne doute qu'en matière de politique étrangère et de défense, il y a un rôle particulier du chef de l'État, c'est normal. Mais que l'on en arrive finalement à ce que des décisions soient prises au doigt mouillé sans véritable travail en profondeur avec des équipes, eh bien voilà pourquoi votre fille est muette. Merci monsieur. Monsieur Balanche, êtes-vous du même avis que monsieur l'ambassadeur? Est-ce que la méthode est mauvaise? Y a-t-il trop de centralisation? Est-ce que le chef de l'État est-il mal conseillé? Je partage tout à fait ce qu'avait dit monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus, sinon quelques exemples concrets. Par exemple, lorsque M. Macron est allé en Afrique il y a quelque temps, il a fait une visite au Congo-Brazzaville, voir M. Denis Sassou Nguesso, et ensuite, si vous vous souvenez, il n'a pas traversé le fleuve et il est allé à Kinshasa. Et donc, à Kinshasa, il a passé la soirée à faire la fête dans les boîtes de nuit avec la jeunesse de la ville. Il est resté 4 heures au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, qui est un ami de la France, un francophile, un admirateur de Gaulle, enfin vraiment un des derniers rares, je dirais, pro-français, l'avait invité à dîner le soir. Parce qu'une visite de 4 heures, c'est quand même peu pour un allié de ce poids. Eh bien, il a dit non, je ne peux pas, je suis attendu au Congo, de l'autre côté, je suis attendu à Kinshasa. Bon, pourquoi pas? Mais ensuite, imaginez Denis Sassou Nguesso qui invite le président français à dîner et qui s'aperçoit qu'il a refusé son invitation, non pas pour des raisons de protocole de l'autre côté du fleuve, mais parce qu'il voulait aller faire la fête en boîte de nuit à Kinshasa. Imaginez un petit peu l'humiliation qu'il a pu ressentir. J'ai une diplomate marocaine j'étais à Yerevan en septembre, elle m'a raconté une histoire où il y avait un sommet de la francophonie à Yerevan il y a quelques années, où M. Macron était là avec tous les autres dirigeants de la francophonie, essentiellement, donc évidemment des pays du Sud, des pays d'Afrique. Et elle m'a dit, on a été vraiment choqués parce que pendant que les présidents africains s'exprimaient à la tribune, M. Macron passait son temps à signer les paraphes. C'est-à-dire qu'il ne les écoutait pas, en fait. Il s'en fichait. Donc, tout le monde s'est senti extrêmement humilié par son attitude. Alors, il y a une personnalisation du pouvoir qui est extrêmement néfaste. Il est, je suis d'accord avec vous, à mon avis, très mal conseillé et il recrute des gens pour leur loyauté et moins pour leurs compétences. Donc, comme ce sont des courtisans, si vous voulez faire carrière en tant que courtisan, il faut flatter. Donc, il ne faut surtout pas dire la vérité et contredire le chef parce que sinon, c'est fini, vous tombez en disgrâce. Et en plus, il y a cette attitude extrêmement arrogante de la part du chef de l'État qui indispose énormément de personnes, de chefs d'État. Kissinger disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Certes, on a des intérêts, mais l'amitié en relations internationales, ça compte. On ne peut pas expliquer autrement, par exemple, la relation privilégiée qu'il y a entre la France et le Qatar, si ce n'est par une amitié de la famille princière vis-à-vis de la France, un amour vis-à-vis de la France. Jacques Chirac savait extrêmement bien cultiver l'amitié des chefs d'État. Je crois que quand il venait en Arabie Saoudite, il passait des heures à discuter, à fumer de l'argilé ou avec son... à danser la rajda. Voilà, etc. Il ne restait pas 3 heures, 4 heures à visiter le pays à toute vitesse. Il prenait le temps de cultiver des liens d'amitié, des liens personnels avec les dirigeants. Parce que dans beaucoup de pays du monde, ce ne sont pas des institutions que vous avez, ce sont des personnes. Et donc, les liens d'amitié sont fondamentaux pour pouvoir faire des affaires, pour pouvoir avoir une relation diplomatique saine. Et ça, je pense que notre président, il l'a oublié. Il ne cultive pas ces liens d'amitié, il est trop rapide et il se montre souvent trop arrogant à l'égard de beaucoup de dirigeants. Et c'est aussi pour ça qu'au Moyen-Orient, où les liens d'amitié, les liens personnels sont extrêmement importants, vous discutez avec Barzani, vous discutez avec tout un tas de dirigeants locaux, ils ne peuvent plus supporter Emmanuel Macron. Eh bien, merci messieurs. Désormais, nous allons enfin passer aux questions du public. Y a-t-il des questions pour nos 3 intervenants ?
Oui. Alors, j'avais une question par rapport à la diplomatie, enfin la posture que pouvait adopter la France par rapport à la... Oui. Ah d'accord. Oui. Par rapport à la nouvelle, aux nouvelles autorités en place en Syrie. On sait que Ahmed al-Shara est un ancien, considéré comme un ancien membre des groupes terroristes Al-Nosra, etc. Mais on sait aussi qu'il s'est, comment dire, assagi. Enfin, il s'est occidentalisé un peu. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la position française qui pourrait être adoptée sur ce sujet. Merci. Écoutez, très rapidement, si vous voulez, comme vous l'avez dit vous-même, le nouveau président syrien n'est pas un enfant du bon Dieu, ça c'est clair. On sait très bien que dans son passé, il a effectivement un vrai passé terroriste, mais comme l'ont été pas mal de dirigeants dans d'autres pays du monde, y compris M. Ben Gourion. Hein. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas la première fois que ça arrive. Bon. Maintenant, la réalité, c'est qu'il a tenu un certain nombre de propos qui sont a priori rassurants, c'est-à-dire sur son intention d'avoir une approche inclusive et de tenir compte des réalités, c'est-à-dire le fait que la Syrie est un pays avec des communautés différentes où il faut effectivement apprendre à vivre ensemble. Bon. Alors, on n'a pas d'autre choix que de le prendre au mot, mais tout en étant naturellement vigilant. Mais moi, à la limite, ce ne sont pas les bonnes intentions qui comptent, c'est surtout le fait qu'il n'a pas d'autre choix. Pour le moment, la Syrie représente 10% du PIB qu'elle représentait en 2010. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un pays totalement ruiné. Et aujourd'hui, s'ils veulent reconstruire un pays, ils n'ont pas d'autre choix que de s'appuyer sur l'aide internationale. Or, l'aide internationale, elle viendra d'où? Elle viendra des pays du Golfe et elle viendra de l'Europe ou d'organisations internationales. Mais il sait parfaitement que ces différents interlocuteurs ne feront ceci qu'à la condition, naturellement, qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Donc, si vous voulez, qu'il y ait des dérapages, comme on l'a vu, des dérapages graves vis-à-vis de la communauté alawite, malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent aussi lorsqu'il y a des périodes, des dictatures ou des régimes qui se sont comportés d'une certaine façon. On a connu en France, après la libération, beaucoup d'exactions également. Donc, si vous voulez, ça arrive. C'est un fait que, malheureusement, là, beaucoup d'assassins du régime étaient des Alaouites. Donc, il y a eu une vengeance, c'est pas du tout pour les justifier, et c'est même monstrueux. Mais en même temps, on sait très bien que c'est le genre de choses qui arrivent. Alors, il a annoncé que, dorénavant, la justice allait s'occuper de ces cas-là. J'espère que ça sera le cas. Mais précisément, l'attitude que nous devons avoir, c'est effectivement de donner une nouvelle perspective à la Syrie. Et pour le moment, on a quelqu'un qui a apparemment de bonnes intentions. Il annonce qu'il va faire le nécessaire, mais en même temps, il n'y aura de coopération qu'en fonction du respect qu'il aura pour les engagements qu'il a pris. Merci. J'avais une question un peu générale. On parle de l'essoufflement de la diplomatie française, peut-être par manque de moyens ou parce qu'elle fait des actions, comme vous dites, qui sont jugées par l'histoire néfastes ou impuissantes. Mais j'avais envie de vous dire, est-ce qu'on peut aussi, comme vous le suggériez tout à l'heure, parler d'une diplomatie française en perte d'identité, parce qu'une diplomatie qui serait en fait engouffrée dans la diplomatie européenne et qui, dans cette diplomatie européenne, la France ne sait plus tellement où elle est. Et j'avais envie de parler aussi des alliances des grands blocs comme l'OTAN, l'ONU. Est-ce qu'il n'y a pas en fait un essoufflement de la diplomatie française par un problème identitaire de la diplomatie? Et est-ce qu'on peut imaginer, je dirais dans quelques années, un chef de la diplomatie européenne? Monsieur Bonnet, à qui adressez-vous cette question en particulier? À qui adressez-vous cette question? À qui voudra bien répondre? Je ne force personne.
Moi, je veux bien répondre, mais je vais peut-être laisser les autres... Monsieur Besancenot, oui, peut-être. Non. Alors, écoutez, quand vous parlez de perte d'identité, bon, il faut tenir compte d'abord des réalités. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une époque où le monde occidental, en réalité, avait la haute main sur toutes les affaires internationales. Et au sein, justement, de ce monde occidental, la France avait réussi, grâce à la politique du général de Gaulle et des premiers qu'on suivi, à garder une forme d'autonomie. Nous étions perçus comme étant un pays certes occidental, mais qui avait une liberté de ton et qui avait une approche qui était considérée comme plus équitable que celle d'autres. Bon, ça, c'est effectivement une réalité. Bon, les choses ont changé. Le poids du monde occidental n'est plus du tout ce qu'il était. Le poids de la France, y compris sur le plan démographique, n'est plus le même. Et puis, nous avons fait, comme vous l'avez dit, des erreurs. On a parlé de l'Afrique. C'est un sujet qui va être abordé après, où effectivement, on n'a apparemment pas si bien géré que ça, et dans la dernière période, nos relations avec ces pays, en étant en tout cas perçu comme étant encore trop paternaliste, trop ceci, trop cela. Donc il y a cet aspect-là, il y a des erreurs qui ont été faites. On a parlé des erreurs de la gestion de M. Macron également dans d'autres parties du monde. Donc si vous voulez, il y a aussi les erreurs qui s'accumulent et qui expliquent que vous ayez une image dégradée. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que nous nous diluons en rentrant dans un cadre européen ou en préservant l'alliance? Ça, je ne le pense pas. Je pense sincèrement que nous pouvons et nous garderons toujours l'image d'un pays qui est sans doute plus créatif dans sa politique étrangère, qui n'hésite pas à prendre des initiatives que d'autres de nos partenaires européens. On sait très bien que les pays du Nord, en général, ont pour politique étrangère simplement du droit de l'hommisme et des intérêts commerciaux, point à la ligne. On sait que le Royaume-Uni, de ce point de vue-là, a pris le large, même s'il se rend compte que sa décision du Brexit, finalement, n'était pas si bonne que ça. L'Allemagne est un gros poids économique, évidemment, mais elle a aujourd'hui des difficultés. Elle a fait des choix qui sont contestables sur le plan économique et pas seulement. Et quant à l'est du continent, eh bien, effectivement, vu la menace russe, on est obligé de l'écouter de plus en plus parce qu'il est le premier face aux risques que nous rencontrons tous, en fait. Bon. Donc, si vous voulez, face à cette nouvelle donne, cette perte de substance, eh bien, il faut reconnaître que pour nous, en tout cas moi, c'est mon sentiment, la seule façon que nous avons à défendre au mieux nos intérêts, c'est de les défendre en prenant le plus possible la tête, justement, du bloc européen. Parce que dans un monde avec des blocs, eh bien, il faut faire partie d'un bloc, malheureusement, c'est comme ça. Et quand on dit faire partie d'un bloc, ça veut dire qu'il faut essayer naturellement d'être un des leaders de ce bloc. Mais alors, pour être un leader d'un bloc, ça signifie qu'il faut savoir se rendre sympathique aux membres du bloc, qu'il faut savoir écouter les uns et les autres, quitte à être celui qui apporte le plus d'idées, d'initiatives, etc., mais ne pas pécher par arrogance, comme nous l'avons fait un peu trop souvent, ou donneur de leçons. Voilà. Quand M. le Président Macron est allé voir le Président Poutine au début de l'invasion ukrainienne, excusez-moi, quand le Président Macron est allé voir le Président Poutine au début de l'invasion ukrainienne, il y est allé un peu comme le chef de la diplomatie européenne à ce moment-là. Il représentait les espoirs européens de voir cesser la guerre par la voie diplomatique. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui, dans le fond de la substance diplomatique, qu'est-ce qui a fait l'essoufflement à ce moment-là et qu'est-ce qui a fait l'échec? L'essoufflement, c'est que le président de la République a fait des choses à contretemps, comme il sait le faire d'habitude. C'est-à-dire qu'effectivement, avant que la guerre ne commence, là, effectivement, il fallait intervenir auprès de M. Poutine. Quand, au contraire, vous intervenez auprès de M. Poutine alors que la guerre a commencé et que vous donnez le sentiment, justement, de ne pas vouloir humilier la Russie, vous envoyez exactement le contre-message qu'il faut. Bon. Donc, si vous voulez, c'est ça. Encore une fois, c'est la qualité du message. Et on aurait mieux fait d'avoir un véritable mandat européen et le faire avant la guerre qu'intervenir à contre-temps après. Très bien, nous allons maintenant conclure cette fameuse table ronde. Alors, mesdames et messieurs, nous
nous arrivons à terme de cette table ronde qui nous aura donc permis d'approfondir le rôle de la France au Moyen-Orient et de réfléchir à la manière dont elle peut renouveler et consolider son influence dans un contexte géopolitique qui est en pleine mutation, notamment comme conseiller au président de bien s'entourer. Nos sincères remerciements vont à nos intervenants, Monsieur Fabrice Balanche, Monsieur Jean Marcoux, professeur émérite et chercheur associé du coup, ainsi que Monsieur l'ambassadeur Bertrand Besancenot pour la richesse de vos analyses et la clarté de vos exposés. Merci infiniment. Merci à vous.